Bonjour à toutes et à tous. Ambassadeur Alumni, j'ai donc le privilège de vous souhaiter la bienvenue à cette troisième rencontre Alumni de l'année 2019. Les rencontres Alumni se veulent des lieux de dialogue autour de thèmes de recherche, d'actualité, entre des enseignants-chercheurs de l'université d'une part et des professionnels du monde socio-économique et culturel. La thématique retenue pour cette troisième rencontre concerne les big data en chimie, à savoir le traitement et l'accès aux bases de données alimentées en permanence par des chercheurs du monde entier, données qui connaissent aujourd'hui une extension, une croissance exponentielle. Et permettez-moi un bref détour par la préhistoire. C'est hors sujet, mais vous verrez, ça rejoint notre thématique. Du choc entre une roche, un silex et un minéral, la pyrite, l'homme fit jaillir le feu. Plus tard, à partir de la combinaison de la fusion de deux métaux, le cuivre et l'étain, naquit le bronze. Deux innovations à l'origine de propriétés nouvelles, de matériaux nouveaux, qui changèrent le cours de l'histoire de l'humanité. Alors, aujourd'hui, à une échelle certes tout autre, dans d'innombrables laboratoires du monde sont créées des molécules nouvelles, des matériaux nouveaux. Certaines molécules se révèlent porteuses de propriétés inédites, leur conférant d'emblée une notoriété et un destin prometteurs. D'autres, de loin le plus grand nombre, demeurent anonymes ou sombrent dans l'oubli. Et pourtant, dans un avenir plus ou moins lointain, elles peuvent se révéler comme porteuses d'un potentiel d'innovation dans des domaines neufs, dans des domaines en voie de développement, suscitant l'intérêt des chercheurs et des professionnels. Comment faire face à l'afflux de ces données? Comment les traiter, les modéliser, bref, les rendre accessibles? Telles sont les questions posées à nos intervenants qui ont bien voulu accepter d'en débattre devant un public d'alumni et devant un public élargi. Gilles Marcoux, au milieu, est maître de conférence à l'Université de Strasbourg, au sein d'une unité de recherche sur la chimie de la matière complexe, et plus précisément au sein du laboratoire de chémo-informatique. Nicolas Musset est chercheur auprès de l'entreprise internationale Sanofi, l'un des leaders mondiaux dans le marché du médicament. Il est spécialiste en chimie informatique et modélisation moléculaire. Frédéric Zink est responsable du pôle média du service de la communication de l'université. Il va assurer le rôle de modérateur du débat. Et je me permets d'ajouter que Frédéric Zink est également rédacteur en chef de la revue Savoir, une revue donc de l'Université de Strasbourg, revue qui a consacré son numéro d'octobre 2015 justement au Big Data. Alors merci à tous et très belle rencontre. Donc voilà, les deux intervenants vont faire un exposé, puis après ce sera des questions ouvertes que moi j'aurai, mais il y a un micro certainement dans la salle, donc il ne faudra pas hésiter également à poser vos questions. Oui, je vous laisse peut-être prendre place. Est-ce qu'on peut utiliser ces micros-là aussi? Non, que ceux-là. Ok. Oui, c'est peut-être plus simple pour parler devant l'écran en fait. On m'entend? Non? Aussi. Ok. Très bien. Eh bien, je vous remercie pour cette introduction. Et avec Gilles, on a prévu de vous parler des big data en chimie, mais comme vous en doutez, le sujet est extrêmement vaste. Il est extrêmement vaste parce que la chimie ne regroupe pas que la chimie médicinale, science sur laquelle nous sommes quand même assez proches tous les deux. Et vous avez la chimie des matériaux, la chimie des pétroles, enfin vous avez une chimie énorme. Et donc là, on va se focaliser un petit peu sur tout ce qui est lié à la biologie et l'impact des composés sur les essais biologiques. Alors,
3 petits points avant de commencer. Le premier, c'est que ni Gilles ni moi-même ne sommes des data scientists. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est un terme que l'on rencontre partout. Les spécialistes des données, avec des formations particulières, principalement en mathématiques et en informatique. Nous sommes des modélisateurs, nous sommes du monde de la chémo-informatique. Et naturellement, au fur et à mesure de nos années de travail, nous nous sommes dirigés vers l'utilisation des données. Et c'est plus du côté du chimiste que nous allons parler des données aujourd'hui, véritablement, que du côté du data scientist. Et on va commencer... Ah oui, et la présentation qu'on va vous faire, elle est partagée en 2 grandes parties qui se mélangent. C'est d'une part, qu'est-ce que la donnée et quelle est l'importance de la donnée et comment on exploite la donnée, parce que ça, ce sont quand même des paramètres qu'il faut vraiment définir clairement dès le début pour savoir de quoi on parle. Et tout ceci sera illustré par des exemples en chimie aujourd'hui qui expliquent un petit peu les principes que l'on définit au préalable. Alors, au départ, on se base sur le principe que l'information et la connaissance sont liées. Donc je pense que la plupart d'entre vous connaissez cette pyramide de données de Russell-Ackoff. Même sans la connaître, elle est quand même relativement simple à comprendre. À partir de la donnée initiale, qui se situe ici en bas, on va extraire de l'information. De cette information, on va assimiler un certain savoir, et en synthétisant tout ce savoir, on va atteindre une certaine sagesse. Donc on a véritablement un niveau et un degré de compréhension ici qui va vraiment évoluer au fur et à mesure de la compréhension des phénomènes, mais la base de tout, c'est la data. Donc cette pyramide-là a été faite pour l'être humain, pour son raisonnement, mais elle est totalement compatible avec aujourd'hui les systèmes informatiques qui sont développés. Et on a des termes, alors il y a beaucoup de termes anglais dans la présentation parce qu'ils sont difficilement traduisibles, alors on essaiera de faire une traduction instantanée, mais ce sont les termes consacrés qu'on utilise aussi bien en anglais, en allemand qu'en français. Donc vous avez les data warehouse où globalement, si vous voulez, les ensembles de bases de données où on enregistre toutes les données qui sont générées dans les différents laboratoires. Une fois qu'on a ces données, on a tout ce qui est dashboard. Ce sont des sortes de tableaux de bord qui nous permettent de comprendre l'information et surtout de la visualiser. Et après, on atteint un degré supplémentaire sur lequel on va focaliser un petit peu notre présentation. C'est à partir du moment où ces informations sont suffisamment bien définies et utilisables, on va commencer à atteindre un autre niveau, celui des prédictions. C'est-à-dire que quand vous savez comment les choses fonctionnent, eh bien vous allez pouvoir prédire certaines propriétés à partir de ce qui existe déjà et ce que vous avez appris au niveau des stades d'information et de données. Et évidemment, le stade ultime, c'est tout ce qui est machine learning et intelligence artificielle, où là, le système va être capable de prendre en charge son apprentissage et de générer des savoirs et de complémenter les informations que l'être humain possède. Alors, dans notre titre, on a le mot Big Data. La définition Big Data, elle est très très variable. Pour beaucoup, le Big Data, c'est à partir du moment où on est obligé de changer l'infrastructure de sa société pour traiter les données, parce qu'on en a trop. Alors moi, je préfère un petit peu cette définition-là. C'est qu'il y a un moment où il y a tellement d'informations que le scientifique ne peut tout simplement plus tout assimiler. Et donc ça devient véritablement une gêne, voire une frustration pour lui, devant par exemple la quantité de publications qui existent aujourd'hui dans des domaines très multiples. Et donc le but du traitement des big data, c'est de générer des modèles de machine learning ou d'intelligence artificielle qui vont donner des pistes, qui vont sortir des caractéristiques, des tendances et des informations de toutes ces données-là pour complémenter et aider le scientifique dans son travail de tous les jours. Donc les données en chimie, il y en a beaucoup, et je vais laisser la parole à Gilles. Oui, je crois que celui-là marche aussi. Voilà, donc moi je vais me charger de vous contextualiser ce discours, donc en vous montrant une diapositive qu'on montre relativement souvent pour présenter la discipline et la chémo-informatique en général. Donc on voit dans la première partie en haut de ce tableau, je ne sais pas si on peut pointer avec... Voilà. Donc, ce tableau-là nous montre l'évolution du nombre de composés qui sont enregistrés dans une base de données qui est une base de données qui fait partie du Chemical Abstract Service. Donc, c'est une base de données qui référence les substances chimiques.
Et donc on voit qu'elle a commencé son travail il y a longtemps, hein, puisque le Chemical Abstract avait tout d'abord une version papier, une forme papier, qui a commencé en 1907. Et on a commencé à donner des numéros systématiques aux entrées à partir de 1965. Donc vous voyez qu'en 2009, on était déjà à 50 millions d'entrées, ce qui était déjà considérable. Mais depuis 2009, aujourd'hui on est dans 2019, on est arrivé à 147 millions d'entrées. Donc on a de 1965 par exemple à 2009, on a eu 50 millions d'entrées, mais seulement en 10 ans, on a multiplié par 3 ce nombre. Donc ces résultats, ces nombres sont tout à fait impressionnants, mais on s'est rendu compte que finalement ils ne sont pas si grands que ça. Alors on s'en est rendu compte à l'occasion de travaux qui ont été réalisés notamment par notre confrère à l'université de Berne, le professeur Raymond, qui a un projet qui s'appelle le Chemical Space Project, dans lequel il va énumérer des structures organiques, des structures chimiques organiques. Donc il y a un algorithme qu'il fait tourner et qui lui permet d'énumérer toutes sortes de structures, tout d'abord avec des tailles bien définies en nombre d'atomes lourds. Donc il a d'abord fait une première énumération avec 11 atomes lourds pour arriver à 26,4 millions de structures chimiques. 11 atomes lourds, c'est des toutes petites structures quand même. Donc en ajoutant juste 2 atomes lourds dans la structure, donc en passant à 13 atomes, on était à 970 millions de structures chimiques. Et à 17 atomes, en fait, l'énumération n'était plus gérable et des étapes supplémentaires ont été ajoutées à l'algorithme pour filtrer ces structures, pour essayer d'éliminer celles qui étaient les plus invraisemblables, les plus difficiles à obtenir. Et donc dans ce cas-là, on obtient 166 milliards de structures chimiques. Alors, à partir de ces observations, de ces travaux, d'autres collègues à nous, à l'université de Kazan en Russie, ont par exemple proposé, entre autres, enfin ce ne sont pas les seuls, mais ils ont proposé ce diagramme qui est très intéressant, qui essaye d'extrapoler ce que peut être le nombre de structures chimiques qu'on pourrait envisager si on monte à 36 atomes lourds dans la structure chimique. Cette fois-ci, on arrive à un nombre qui est de 10 puissance 33. Donc c'est un des nombres qu'on trouve dans la littérature aujourd'hui qui estime la taille de cet espace chimique, donc le nombre de molécules qu'on peut envisager. Et vous voyez 36 atomes lourds dans une structure chimique, c'est pas très impressionnant non plus pour un chimiste organicien. Donc on se rend compte que finalement nos centaines de millions de composés, de substances, même pas de composés, de substances qu'on a aujourd'hui enregistrées, c'est une petite goutte d'eau dans cet immense univers de structures chimiques possibles, de molécules possibles. Voilà. Alors là-dessus, je vais passer la parole à mon collègue. Merci. Donc, on voit que les données chimiques très nombreuses sont disponibles en chimie, où on peut les envisager. Maintenant, il y a un point sur lequel on voulait discuter un petit peu, c'est la gouvernance des données. Parce qu'aujourd'hui, avoir une donnée en elle-même, si on veut pouvoir l'exploiter, il faut qu'elle soit correctement préparée et correctement enregistrée. Et donc ça, c'est une petite slide, on ne va pas passer beaucoup de temps, mais on a un cycle de vie des données qui va de l'enregistrement, la qualification, la transformation et jusqu'à son usage et la maintenance, qui est extrêmement important à partir du moment où on veut pouvoir utiliser les données dans le futur pour essayer de prédire, de modéliser ou d'extraire des signaux à partir de ces données-là. Et on parle de qualité des données uniquement sur le principe qu'il faut que cette donnée soit adaptée à l'usage que l'on veut en faire. L'idée n'est pas forcément que la donnée est de bonne qualité parce qu'elle est vraie, parce qu'elle est intéressante scientifiquement, mais il faut qu'elle soit adaptée à ce que le scientifique qui va exploiter ces données veut en faire.
Et aujourd'hui, les data scientists, donc ça c'est une citation qui est tirée d'un atelier de formation, donc les data scientists, on n'en a pas beaucoup, hein. On est clairement en déficit de scientifiques dans cette formation-là en Europe et aux États-Unis. La demande est énorme et on n'en forme qu'un très petit nombre. Donc les data scientists sont rares et coûteux et malheureusement ils passent 80% de leur temps à préparer les données. Et ça c'est une chose qui est vraiment primordiale, c'est la préparation des données. Et le jour où tous les scientifiques qui travaillent dans les laboratoires, qui génèrent des données, auront un comportement d'enregistrement des données selon des règles tacites et qui sont développées selon une certaine ontologie, mais on y reviendra après, on gagnera un temps considérable sur l'exploitation de ces données par la suite. Alors, maintenant, je voulais vous montrer vous parler un tout petit peu d'un problème qui va se poser dans la gestion de nos données. Alors, les données qu'on va collecter, elles sont, on l'a vu, en très très grand nombre, mais on souffre également de quantité de sources de bruit donc, dans ces données. Donc on a beaucoup d'informations, mais des informations de qualité variable, et parfois, ce n'est pas forcément une question de qualité. Ici, je voudrais vous présenter cette situation. Parce qu'on peut avoir des ambiguïtés dans la nature des objets qu'on essaye de traiter. Donc dans ce cas-là, on voit ici un sucre, le β-gâteose, et on peut se rendre compte qu'il y a une réaction de cyclisation interne qui est très bien connue, qui se déroule, donc qui va mettre en relation un hydroxyle de la molécule avec un CO de l'autre partie pour former finalement un cycle A6. Et ce cycle, il y en a deux formes qui sont des énantiomères l'un de l'autre, donc deux molécules bien distinctes, mais qu'on pourrait séparer, mais en fait, dans ce cas précis, ça va nous poser un petit problème. Alors ça, c'est pas la seule réaction qui peut se passer dans cette molécule. Il y a une deuxième réaction qui peut être observée, qui, elle, va fournir deux énantiomères de cycle à 5. Donc, sur ces β-gâteoses, on va pouvoir avoir en fait en permanence des échanges de ces structures moléculaires. Donc on voit qu'il y a, si on parle du β-gâteose, on aura un problème pour distinguer de quelle forme on parle exactement. En théorie, on pourrait se dire que si on a ces énantiomères, on pourrait les séparer et on pourrait les mettre dans des pots différents. Ici, c'est pas le cas parce que ces réactions sont en constant équilibre. Donc si vous séparez l'une de ces formes, au bout d'un certain temps, on aura de nouveau un mélange de toutes ces formes en solution. Donc en fait, ça pose des questions. Elles ne sont pas toutes présentes en même quantité, mais ça pose une question de la définition de l'entité chimique qu'on essaye de décrire. Donc laquelle de ces formes devrait-on choisir pour décrire le β-gâteose? Donc ça, c'est des choix qu'il faut faire en permanence quand on est en train de travailler avec ces bases de données, quand on rassemble les informations, quand on essaie de les collecter dans d'autres bases de données, dans la littérature. Il faut être capable de reconnaître en quelque sorte ces synonymes de la même molécule. Voilà. Donc ça fait partie du quotidien et des tâches extrêmement difficiles du data scientist. Donc, et pourquoi est-ce que ça lui prend un temps aussi considérable pour rassembler ces informations? Et ça nous montre que le data scientist doit travailler avec les chimistes. Et c'est pour ça que l'interface entre les différentes sciences est importante, parce qu'évidemment, quand on a une formation en mathématiques, ce genre de subtilité, c'est pas toujours évident à percevoir au départ. Alors, pour revenir toujours au format des données et à leur usage, un certain nombre de règles ont été édictées ces dernières années pour essayer de faire en sorte qu'il y ait une convergence de tous les formats de données, quelle que soit la science ou le domaine qui est intéressé. Alors il est évident que les grosses sociétés comme Google, Amazon, Facebook, ils sont pour beaucoup dans ce domaine-là, mais il y a véritablement des principes primordiaux qui ont été établis, et là on va vous parler du principe FAIR, qui est l'un d'entre eux, mais qui est important
pour l'usage que l'on va faire, nous, des données et les utilisations dans les différents modèles de prédiction dont on parlait tout à l'heure. Alors, le principe FAIR se partage en 4 grands groupes. Donc, il faut que l'information soit trouvable, il faut qu'elle soit accessible, interopérable et réutilisable. Alors, trouvable, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il faut qu'on sache où se trouve l'information, dans quelle base de données, située où, quels sont les droits d'accès pour les atteindre, et il faut qu'elle soit répertoriée avec des identifiants uniques et permanents. Ensuite, pour que les données soient accessibles, il faut qu'une fois qu'on sait où elles sont, qu'on ait les droits pour les atteindre, qu'on ait les droits de les utiliser, que si ces droits sont définis, que ces droits soient définis de manière permanente ou selon des règles claires et précises pour que le scientifique qui les utilise un jour ne soit pas surpris le lendemain qu'il n'y accède plus parce que les règles ont changé. Après, il y a interopérable. Interopérable, c'est que ces données-là doivent être lisibles par des machines et surtout doivent suivre un certain nombre de règles de syntaxe et de sémantique, ce qu'on appelle les ontologies, qui sont définies et qui vont essayer de définir un contexte global. Et l'idéal, c'est que toutes ces informations soient enregistrées dans ce type de format-là, pour que tout le monde sache de quoi on parle et qu'on n'ait pas besoin d'essayer de comprendre le sens des différentes syntaxes utilisées, mais qu'elles soient communes à tous les modes de données. Et enfin, le réutilisable, c'est que les données que l'on va générer, par exemple en chimie, sont très intéressantes pour les chimistes, mais elles peuvent être très intéressantes pour les toxicologues, elles peuvent être très intéressantes pour les biologistes, elles peuvent être très intéressantes pour d'autres domaines, et il faut absolument que ces données, d'autres gens qui ne sont pas forcément du domaine initial qui les a générés, puissent les utiliser et travailler avec. Alors dans ce graphe, vous voyez qu'il y a beaucoup de métadonnées qui sont notées, tout simplement parce que les métadonnées sont quasiment aussi importantes que les données et sont des données en elles-mêmes. C'est-à-dire que si vous prenez un exemple simple, une photographie par exemple, prenez la photographie d'un lac devant une montagne, ça c'est la donnée en elle-même. Mais si vous ne donnez pas les coordonnées GPS de l'endroit où vous avez pris les photos, l'heure à laquelle vous avez pris la photo et le jour à laquelle vous avez pris la photo, cette photo est inutilisable pour ceux qui veulent, par exemple, faire des analyses de météo dans les Alpes en hiver. Donc, ces métadonnées sont des données, elles servent à définir les données initiales et elles doivent répondre également à ce principe FAIR, c'est-à-dire qu'elles doivent être trouvables, accessibles, réutilisables et interopérables. Donc pour une donnée qui est véritablement pertinente pour nous, il y a toute une série de métadonnées qui sont autour. Si on revient à la chimie, par exemple, si on a une donnée biologique qui dépend de composés chimiques, la structure de la molécule va être une métadonnée, la pureté de la molécule va être une métadonnée, les réactifs de l'essai biologique vont être des métadonnées, les conditions de l'essai vont être des métadonnées. Donc pour une seule donnée, on peut avoir des dizaines et des dizaines de métadonnées qui l'accompagnent et qui servent à enrichir l'information de cette donnée. Alors, le problème de la chimie, c'est que, comme on l'a vu avant, un petit peu avec Gilles, c'est que c'est un cas un peu particulier. Bon, je pense que tous les domaines sont un petit peu particuliers. Là, on va lister quelques-unes des limites qui font que ce principe FAIR et l'usage des données est un petit peu limité en chimie. Alors, on va se focaliser d'abord sur la partie trouvable et accessible. Il existe des jeux de données, alors on dit curé en français, mais ça sonne pas très bien, donc j'ai laissé le curated en anglais. Mais c'est des jeux de données qui sont nettoyés, qui sont propres et qui peuvent être très intéressants parce que souvent ils sont extraits de synthèse bibliographique, mais ces jeux de données sont propriété de maisons d'édition qui les vendent. Et donc tout le monde n'a pas les moyens d'accéder à ces jeux de données qui sont parmi les plus propres et les plus intéressants. Donc déjà, ça c'est une limite d'accès sur des données. Dans le même domaine, on a les bases de données d'entreprise, comme par exemple les données qu'on a en interne à Sanofi. Évidemment, les sociétés ne vont pas ouvrir ces bases de données à l'extérieur parce que ça leur donne un avantage concurrentiel. Donc typiquement, là j'ai une petite représentation des données que l'on a en interne dans notre société. Donc c'est un outil que je développe qui permet de visualiser les ensembles d'activités biologiques de tous les composés qui sont au sein de notre collection interne. Et ce genre d'information est évidemment très riche, mais Sanofi considère ça comme son trésor de guerre et donc ne va pas donner un accès à tout le reste du monde à ces données de la société privée. Ensuite, il y a les bases de données commerciales. Donc là, à nouveau, on connaît les structures globales de tous ces composés dans une base gratuite qui s'appelle Zinc et qui synthétise à peu près toutes les structures qui sont disponibles dans les sources commerciales. Mais il y a un certain nombre d'informations qui appartiennent aux sources commerciales. Et donc, à nouveau, il faut payer pour pouvoir accéder à ces données-là.
Heureusement, il existe des données qui sont fournies par la communauté et qui sont en open source. Donc là, on en a cité quelques-unes, on ne va pas rentrer dans le détail. Et donc là, c'est véritablement des bases de données ouvertes où les scientifiques de tous les pays et même des sociétés privées vont pouvoir déposer des informations. Et c'est là-dessus que la plupart des gens vont pouvoir construire des modèles et extraire ce dont ils ont besoin. Alors, l'accessibilité des données, ce n'est pas seulement une histoire de base de données, de coûts, mais c'est également un problème sur les données en elles-mêmes. On a un vrai souci des résultats qui sont biaisés vers les résultats positifs. Tout simplement parce que la majorité des gens qui publient, et donc c'est ce qu'on va retrouver dans ce genre de base de données ici, les gens ne publient que des résultats positifs. Et du coup, on se retrouve avec une majorité de résultats positifs dans les publications ou dans les bases de données. Quand on va donner dans ChemBL l'activité d'une molécule sur telle protéine, on ne va pas donner toutes les informations des échecs de cette molécule sur les autres protéines. Donc on se retrouve avec des modèles, avec des informations globalement que positives, et quand on va essayer de construire des modèles théoriques à partir de ces données-là, il nous faut des résultats positifs, mais aussi des résultats négatifs, pour que la machine puisse différencier les deux. Or là, on a un souci, on est très focalisé positif. Après, on a toutes les données dans les laboratoires universitaires. Donc là, il y a une quantité énorme de données qui sont générées, mais dans des variétés de formats très très diverses. Entre les fichiers Excel qui se baladent sur les PC et les laboratoires qui n'ont aucune base de données dans lequel stocker de manière compatible avec les principes qui sont énoncés ici. On a même des cahiers de labo papier dans lesquels les gens marquent leurs résultats. Et évidemment, ces données existent, mais sont totalement inaccessibles. Enfin, on sait qu'on a un grand nombre de problèmes dans toutes ces bases de données, en particulier en chimie, et c'est un petit peu lié à ce que Gilles nous a montré juste avant, mais il va élaborer un petit peu plus là-dessus maintenant, c'est les problèmes de représentation structurale. Alors, la représentation structurale, elle pose deux problèmes. Le premier, c'est qu'il y a énormément d'erreurs qui sont faites, et la deuxième, c'est que c'est quelque chose qui est difficile à assimiler pour tous les logiciels d'apprentissage, et je vais laisser la parole à Gilles là-dessus. Oui, alors pour illustrer ces problèmes d'erreur qu'on peut trouver dans la représentation, dans la structure même de la donnée, donc c'est même plus une question d'ambiguïté, cette fois-ci ça peut être une erreur factuelle. Donc j'ai fait quelques diapositives qui sont inspirées d'une présentation d'un collègue, d'un confrère qui travaille, je crois qu'il est le fondateur d'une base de données importante qui est ChemSpider. Donc il s'agit en fait de prendre une molécule. Donc ici, on va se focaliser sur un exemple, l'oxycodécone. Donc c'est un médicament qui est utilisé pour la gestion de la douleur. C'est un analgésique. Et comme c'est un dérivé de la codéine, son accès est restreint. Donc vous n'aurez ce composé affaire à ce composé que si vous êtes à l'hôpital. Mais donc cela dit, c'est quand même un principe actif, donc on le connaît très bien, il est totalement déterminé, comme vous pouvez le voir sur cette structure qui le définit totalement. Alors, en chémo-informatique, on utilise également une notation codée qu'on appelle l'InChIKI, qui est le groupe de lettres que vous voyez ici. Alors, l'intérêt de ce groupe de lettres, historiquement, c'est pas pour ça que ça avait été inventé, mais aujourd'hui, c'est très utile pour pouvoir rechercher un composé rapidement dans Google. Donc, vous pouvez rentrer directement ce code pour retrouver toutes les pages web qui font référence à l'oxycodone. Alors, ce groupe de lettres est décomposé en deux blocs, grossièrement. Donc, c'est ce qu'on appelle une InChIKI. Donc, c'est normalement un codage qui est quasi unique pour une molécule. Et donc, le premier bloc de lettres doit être commun à toutes les molécules qui partagent le même squelette, donc la même organisation des atomes dans la structure chimique. Et la deuxième partie, excusez-moi, concerne finalement les détails de cette structure. Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant si on cherche exactement ce code-là dans Google ? Eh bien, on trouve 280 résultats, donc ça c'était fait le mois dernier. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe si on n'utilise que la première partie de ce code ? Donc on va regarder, vous voyez, que la première moitié du code de lettres qui se trouve là. Eh bien, on trouve plus de résultats, on trouve 372 résultats. Donc ça veut dire qu'il y a un certain nombre de structures chimiques qui sont entrées en base,
qui ressemblent fortement à l'oxycodone. Alors parmi ces structures supplémentaires, on va trouver bien sûr dans ces 372 résultats l'oxycodone, et bien sûr on va aussi trouver des structures qui ne sont pas l'oxycodone, qui vont y ressembler, mais pour lesquelles il y aura des différences. Donc, ce sont des énantiomères, il n'y aura pas forcément, ou des diacérylisomères, il n'y aura pas forcément la même topologie pour la molécule. Alors, ce n'est pas forcément un problème. Maintenant, parmi ces 372 résultats, quels sont ceux qui ne sont pas l'oxycodone, mais qui sont référencés comme étant de l'oxycodone? Donc on peut filtrer, et on peut regarder toutes celles qui ont été, qui font référence directement à l'oxycodone, mais qui sont des structures qui ne sont pas celles-ci. Et dans ce cas-là, on trouve 55 résultats dans les pages qui ont été trouvés de cette façon. Alors ça, c'est assez intéressant parce qu'on retrouve donc un certain nombre de structures qui sont donc factuellement fausses, mais qui sont quand même associées au nom de la substance active. Donc c'est vraiment une donnée erronée à ce niveau-là. Alors, ce type d'expérience, on peut le refaire, on peut en faire pas mal, et on va tomber en général sur ce type de chiffres, c'est-à-dire que, en gros, quand on cherche de la donnée chimique libre sur Internet, à travers toutes sortes de bases, on va se retrouver avec en gros 15% de la donnée qui est sur la structure elle-même. On ne parle même pas du reste, sur la structure elle-même, est fausse. Donc c'est quelque chose qui doit être géré, et quand on a peu de données, c'est quelque chose qui peut être fait par l'humain. Alors peu de données, ça veut dire quand même quelques milliers. Je pense que quand on a quelques milliers de données sous la main, on a le devoir de les considérer, de les regarder et de les vérifier autant que possible. Mais quand on commence à en avoir des dizaines de millions ou des centaines de millions, ce type de travail devient plus délicat à effectuer. Voilà, donc ça c'était pour illustrer cette partie-là. Et on sait également que dans la slide précédente où vous montrez le principe de préparation des données, enregistrement, transformation, etc., on sait qu'un certain nombre d'algorithmes qui sont censés remettre, par exemple, les structures chimiques au même format pour qu'elles soient compatibles avec le reste de la base de données dans laquelle elles vont être stockées, sont eux aussi capables de faire des erreurs sur des structures extrêmement complexes. Donc, c'est-à-dire que la machine qui est censée corriger, quelque part, se trompe également, parce qu'on a quand même des molécules chimiques qui sont assez particulières. Alors, dans la suite de cette idée, ce qui nous manque aussi, ce sont les données qui sont attachées à ces molécules. Parce que n'avoir que les structures chimiques, c'est intéressant, mais ce qui nous intéresse, nous, particulièrement, en particulier dans l'industrie pharmaceutique, c'est de connaître, par exemple, l'activité biologique de chacune de ces molécules. Or, les données sont très limitées en quantité, tout simplement parce qu'en chimie, les expériences coûtent cher, nécessitent des ressources, et qu'on n'a tout simplement pas la capacité de faire ces tests sur tous les composés qui existent. Donc on a un véritable problème de quantité de données disponibles par rapport au nombre de molécules qui sont connues. Et ça pose la question de comment gère-t-on les informations manquantes. C'est-à-dire que si on revient à la pyramide initiale, où on avait les données, l'information, la connaissance et le savoir, à partir du moment où on commence à générer des modèles qui vont essayer de prédire des choses, si le set de données initial que vous leur donnez, il manque énormément d'informations à l'intérieur, tout simplement parce que ces composés n'ont pas été testés, eh bien, quelle va être la validité de votre modèle ? Un problème plus récent, c'est la fiabilité des résultats publiés. Donc on ne va pas s'étendre là-dessus, mais tout le monde est conscient aujourd'hui qu'un certain nombre de publications sont faites et que les données ne sont malheureusement pas vérifiables ou pas reproductibles. Et ça, évidemment, c'est un grand souci, puisque si vous vous basez sur ce type de référence pour créer votre modèle, vous allez rentrer des données qui ne sont pas celles qui vont vous permettre de comprendre ce qui se passe. L'agrégation des données. De même, à partir du moment où on va générer des données, on peut générer, par exemple, pour mener une expérience, un certain nombre de mesures, ou bien ça peut être des laboratoires différents qui ont fait le même genre de manip, et on peut avoir besoin d'agréger ces données, c'est-à-dire de faire une sorte de moyenne géométrique de ce type de données, pour les stocker dans les bases. Et là, il y a un vrai problème de perte d'informations, parce qu'on risque de perdre un certain nombre de métadonnées qui sont autour, et on risque de perdre également les informations contextuelles. Et le problème des informations contextuelles, c'est qu'elles peuvent être vitales pour comprendre le principe qu'on essaie d'observer. Prenons par exemple un récepteur aux protéines G qui est sur une membrane d'une cellule. Un composé va venir interagir avec ce récepteur-là. Donc on va de toute façon calculer une
une IC50, une EC50, enfin une valeur d'interaction qui vont nous donner une idée de la puissance de ce composé en interaction avec cette GPCR. Le seul problème, c'est que si on agrège trop les données, on va perdre l'information. Est-ce que l'expérience essayer de mesurer des agonistes, c'est-à-dire des molécules qui vont favoriser l'effet de cette protéine à la membrane, ou des antagonistes, c'est-à-dire des molécules qui vont bloquer l'effet de la protéine à la membrane. Et donc si on perd ces informations contextuelles, eh bien, le modélisateur derrière qui va essayer de de faire du machine learning ou de l'intelligence artificielle à partir de ces données-là, ne sait plus ce qu'il utilise. Est-ce qu'il bloque, est-ce qu'il favorise, et donc la donnée est totalement inutilisable. Alors évidemment, tout ça, c'est également lié avec les différentes expériences scientifiques et leurs sources, puisque en fonction des laboratoires et puis aussi des métiers, les formats de données ne sont pas toujours convergents. On a toujours les erreurs intra-expérimentales et inter-expérimentales. Donc ces quelques points-là sont globalement à mettre dans le même ensemble. Et il y a un dernier point qui est extrêmement important, c'est le domaine d'applicabilité. Alors qu'est-ce que le domaine d'applicabilité ? Comme Gilles l'a montré tout à l'heure, le nombre de molécules chimiques possibles à synthétiser est gigantesque. On en a plusieurs milliards. Or, aujourd'hui, on ne synthétise que des petits ensembles, que des petites séries chimiques dans ce grand ensemble. Donc on a 147 millions, on va dire, de molécules synthétisées. C'est évidemment représentatif d'une toute petite partie de l'ensemble des milliards qui sont disponibles. À partir du moment où vous allez construire un modèle à partir de molécules qui existent et dont vous avez les données et les résultats, eh bien vous allez pouvoir l'appliquer qu'à des molécules qui sont relativement similaires à cet ensemble-là. Parce que si les molécules sont trop différentes structurellement, votre modèle va sortir du domaine d'applicabilité et vous ne savez plus ce que vous allez représenter. Prenons un exemple, si vous construisez votre modèle uniquement à partir de molécules polycycliques, eh bien vous aurez un très beau modèle prédictif, mais si vous l'appliquez qu'à des molécules purement linéaires, eh bien à ce niveau-là, vous ne prédisez plus rien du tout parce que vous êtes en dehors du domaine d'applicabilité de votre modèle. Alors une fois qu'on a tout ça, et là, comme vous le voyez, avoir des données qui sont véritablement exploitables, c'est quand même relativement difficile dans le domaine de la chimie aujourd'hui, parce que les choses évoluent, mais aujourd'hui c'est relativement difficile. On a ce qu'on appelle les 3V qui vont nous permettre de véritablement utiliser ces données. Donc il y a la variété. La variété, c'est les formes sous lesquelles sont ces données, mais c'est également la diversité des données. Et là, on touche un peu au point que je viens de présenter, le domaine d'applicabilité. Il y a la vélocité aussi, parce que ça, c'est la vitesse à laquelle des nouvelles données sont générées. Une nouvelle molécule, vous en aurez une par jour sans problème. Vous en aurez des centaines qui sont publiées tous les jours dans les bases de données. Par contre, le métabolisme d'une molécule dans l'espèce, le rat ou la souris, par exemple, ça, vous en aurez peut-être une ou deux par mois seulement qui seront publiées. Donc la vélocité de ces informations n'est pas la même. Donc ça, ce sont aussi des informations à prendre en compte. Et enfin, c'est le volume, parce qu'évidemment, plus on a de données, plus on va pouvoir essayer de tirer des informations statistiques de ces données-là. Donc une fois qu'on a ces 3V, on se trouve dans la bonne condition pour pouvoir retourner à la pyramide de Russoff. Et on a les moyens de construire des modèles de prédiction ou de machine learning qui vont nous permettre d'essayer de prédire quelque chose et de synthétiser l'information. Alors, il y a un 4e V qu'on oublie souvent, mais qui est très important, c'est le V de visualisation. Et la valeur des données, elle est souvent liée à sa visualisation. Parce que si les données sont générées, mais sont totalement incompréhensibles pour l'utilisateur à la fin, c'est vraiment très difficile d'en tirer quelque chose. Et donc la visualisation des données, c'est un sujet sur lequel beaucoup de gens travaillent, dont Gilles, et je vais lui laisser la parole. Oui, alors, donc c'est plutôt mon équipe qui travaille qu'on travaille ensemble sur ce type de problème. Mais donc effectivement, on est préoccupé aussi par cette partie accessibilité des données, accessibilité dans le sens compréhension intuitive des données, donc la visualisation en fait partie. Donc en général, une molécule est un objet qui est compliqué, qu'on arrive à représenter sous forme mathématique par notamment des vecteurs de très grande dimension, souvent plusieurs milliers de dimensions. Et dans ce contexte, on ne peut pas vraiment extraire une représentation graphique de l'ensemble des données qu'on peut avoir sur les molécules. Donc on a développé
des concepts de cartographie qui consistent à réduire ce problème qui est en grande dimension dans une représentation plate en 2 dimensions qui est commode pour discuter et pour voir les données. Donc ce qu'on cherche à faire dans ce cas-là, c'est perdre le moins d'informations possible pendant l'opération, préserver la topologie dans le sens où on cherche à faire en sorte que les composés qui sont voisins, qui se ressemblent, se retrouvent à proximité dans la représentation qu'on va en faire en 2D. Et si possible, on essaye de préserver la distance, ce dernier point étant en général optionnel. Alors, dans notre cas, on a travaillé sur un concept qui s'appelle la GTM, en français, donc des cartes topologiques génératives. Donc ce sont des cartes, comme vous pouvez le voir ici, qui vont enregistrer la position de molécules les unes par rapport aux autres. Donc dans ces images, on a ici un problème qui consiste à identifier l'appartenance de composés provenant d'une source ou d'une autre source. Donc dans le cas présent, il s'agissait de comparer des composés, je crois, de Campbell avec les composés énumérés par notre collègue Raymond, dont j'ai parlé plus haut. Donc on avait une quantité importante de molécules, 21 millions, et donc on peut représenter par un degré de couleur la provenance des composés qui se trouvent à un endroit par rapport à un autre. Alors on voit que dans ce cas-là, on a des soucis parce que même si on a une carte en 2D, la quantité d'informations qu'on peut avoir à représenter est toujours trop grande. Par exemple, dans le petit cadre qu'on a représenté ici sur le diagramme de gauche, on a encore 650 000 composés. Donc c'est toujours énorme, et donc ça nous a imposé de développer des méthodes hiérarchiques comme ici, qui permettent de focaliser l'attention de l'utilisateur sur des petites zones de cet espace pour essayer d'en analyser plus finement le contenu chimique. Et donc on peut voir qu'à la fin, quand on a réussi à s'approcher de plus en plus sur la zone d'intérêt, on arrive à identifier les composés. Ici, on avait pu identifier des composés qui étaient vraiment appartenant à une seule source et pas à l'autre. Donc c'était l'identification d'une originalité, d'une innovation d'une des sources de données par rapport à l'autre. Voilà. Donc on arrive à la fin de notre présentation. Donc on a, comme vous l'avez vu, on a vraiment focalisé sur les données qui sont la base même de tous les modèles qu'on va pouvoir développer par la suite. Donc comme vous l'avez vu, le nombre de données possibles est considérable, hein, il est vraiment très très grand. Et il faut savoir qu'on parlait de petites molécules. Les petites molécules, c'est jusqu'à une trentaine, une quarantaine d'atomes. Hein. Dans le domaine pharmaceutique, ce sont des tailles qui sont quand même assez communes. Et donc, ce qu'il est possible de synthétiser est tout simplement gigantesque. Donc là, on est face à des problèmes de nombre qui ne sont plus vraiment accessibles pour l'être humain. Et donc, il va vraiment falloir utiliser de plus en plus l'outil informatique pour être capable de gérer, d'analyser et de comprendre tout ce qui va tourner autour de ces nombres considérables. Donc le nombre d'entités chimiques connues n'est pas si important, c'est ce qu'on a vu. Et donc, oui, le développement de l'IA va nous aider parce qu'il va nous dire que certains domaines sont surreprésentés par rapport à tout ce que l'on a déjà synthétisé, mais par rapport à tout ce qui existe. On sait qu'on a focalisé sur des endroits où la chimie médicinale et la chimie de synthèse aujourd'hui nous permettent de faire des composés, mais qu'il existe des composés d'intérêt dans d'autres domaines, et il faut essayer de voir comment trouver et où ces autres domaines sur lesquels se focaliser pour synthétiser des nouveaux composés pour augmenter la diversité. Oui, alors donc pour aussi, là on s'est beaucoup concentré sur la structure chimique pour illustrer le discours, mais il faut comprendre que ce big data, quelque part, est un peu le même pour tout le monde, puisque les données les plus grandes, les bases de données les plus grandes sont les mêmes pour tout le monde.
De ce point de vue-là, on travaille un peu tous avec le même big data. Donc, ce ne sont pas des successions de big data, de plusieurs grands problèmes, mais un seul. En tout cas, c'est l'impression que ça fait. Mais en réalité, le vrai big data en chimie n'est peut-être pas dans le nombre de molécules ou dans le nombre de structures, mais peut-être dans le nombre d'informations qu'on peut obtenir sur une même structure chimique. C'est-à-dire que quand on regarde une structure chimique, en général, on peut, dans de très nombreux cas, on peut obtenir parfois un millier de données supplémentaires concernant son activité biologique très souvent, mais pas seulement. Donc, on a une explosion de ce nombre de données qui est tout à fait considérable. Alors, en plus, ces données changent aussi de nature. C'est-à-dire qu'auparavant, on pouvait associer à des structures chimiques des valeurs numériques, une valeur numérique, une activité, ou alors une valeur de catégorie, voilà, est-ce que c'est une molécule active sur une cible biologique particulière ou pas. Aujourd'hui, les choses changent. On a des spectres complets qui sont livrés avec des molécules, des spectres qui représentent parfois la masse, qui peuvent représenter l'infrarouge d'une molécule. On peut avoir aussi de l'imagerie, c'est-à-dire pour une molécule, on va avoir carrément l'image de cellules qui sont en culture dans différentes conditions pour voir directement l'internalisation de la molécule et son effet in situ. Donc on a des données qui sont non seulement plus nombreuses, mais aussi beaucoup plus compliquées à gérer qu'auparavant. Alors, ça nous amène à une remarque, c'est que dans ce big data se cache en réalité un nombre infini de small data. C'est-à-dire que pour chaque aspect particulier qui va nous intéresser, sur lequel on voudra innover, sur lequel on voudra étudier quelque chose, on va se retrouver d'un coup avec un très petit nombre de cas réellement étudiés, de données expérimentales sur lesquelles on pourra travailler. Et donc ça nous amène à un problème important, c'est la donnée manquante. Donc on a souvent beaucoup de données manquantes dans les ensembles de données qu'on trouve. Alors ça nous amène, on pense que peut-être qu'un moyen de s'en sortir, c'est de rechercher des concepts, ce qu'on appelle des concepts latents, donc des représentations générales des structures chimiques en particulier, qui permettent ensuite d'extrapoler ce qu'on observe sur un certain nombre de cas par rapport à d'autres cas. Donc de transférer le savoir qu'on peut obtenir sur un problème particulier sur un nouveau problème. Donc ça, ce serait un outil. Donc notamment, les cartes de l'espace chimique pourraient être une façon d'exprimer cette notion d'espace latent. Alors d'autres défis qui, bien sûr, qui attendent... Qui sont liés à ces big data, c'est bien sûr la normalisation des structures chimiques, qui aujourd'hui suit une procédure qui a été décrite plusieurs fois dans la littérature, mais dans laquelle on a finalement atteint un certain nombre de limites. Par exemple, on a tendance à essayer de représenter de façon systématique certaines fonctions chimiques dans une molécule. Malheureusement, ces fonctions chimiques... plus le temps passe, plus on en découvre de nouvelles, plus on se rend compte qu'elles sont étendues. Au départ, quand on fait de la chimie, on apprend que les fonctions chimiques, c'est des groupements de 2-3 atomes. Quand on commence à faire de la chimie de façon plus sérieuse, on se rend compte que ces fonctions chimiques sont plus étendues dans une structure qu'elles représentent. Et donc, du coup, il faut les distinguer, les discerner, il faut les traiter de façon spécifique. Donc, c'est toute cette notion de normalisation qui est actuellement gérée par des règles. Donc, on doit prédéfinir, on doit écrire toutes les règles de standardisation, comment on va représenter chaque élément d'une structure chimique. Tout ça est en constante augmentation, c'est-à-dire que le nombre de règles qu'on doit écrire devient immense. Et en plus, elles deviennent difficiles à gérer parce qu'elles peuvent entrer en conflit
les unes avec les autres sur une même structure chimique. Donc des nouveaux moyens de normaliser et de traiter la structure chimique sont sans doute à prévoir dans les années à venir. On a également des problèmes avec les données erronées, comme on a pu le voir. Elles sont nombreuses et encore une fois, il faut essayer de les détecter, ce qui est d'autant plus difficile quand on traite un très très grand nombre de données en même temps. Et puis là, on n'en a pas parlé, mais les réactions chimiques sont aujourd'hui un des domaines dans lesquels les big data et l'intelligence artificielle viennent d'arriver et apportent un vent nouveau. Alors c'est cyclique dans le domaine, on s'intéresse très souvent à la réaction chimique, mais c'est un problème particulièrement compliqué. Et donc on est allé d'année en année, d'espoir en déception, mais toujours en avant. Et donc là, on est de nouveau dans une vague de découverte et d'innovation dans ce domaine. Voilà. Alors maintenant, j'espère qu'on a essayé d'ouvrir un petit peu, d'établir des bases pour une discussion, et j'espère qu'on va pouvoir avoir une discussion intéressante dans la salle. Ça en fait effectivement beaucoup d'informations d'un coup. Moi, j'ai une première question très triviale. Quand on parle de données erronées, a priori, publication scientifique, on est sur un travail très sérieux. Donc, comment est-ce qu'une donnée, est-ce qu'elle est erronée dès le départ ou est-ce qu'elle devient erronée? On m'entend, oui. Alors, il y a deux problèmes. Le problème principal que l'on voit aujourd'hui, ce sont des publications qui ne sont malheureusement pas reproductibles. Et ça, c'est assez fréquent. On a des résultats qui sont publiés, et quand on essaye de les reproduire en laboratoire, par exemple chez nous, on n'arrive pas du tout à retrouver ces résultats-là. Et quand on contacte les auteurs, la plupart du temps, on n'a pas de réponse. Donc là, on est vraiment sur une donnée erronée à la base. Ensuite, ce qui peut se passer, c'est l'évolution de la science fait qu'une donnée qui était vraie à telle époque ne l'est plus vraiment à une autre. Et on a des systèmes qui sont aujourd'hui de plus en plus complexes. On a une biologie, alors je vais rester toujours un peu dans le domaine de la biologie parce que c'est un petit peu ce que je connais. On a par exemple, quand on va mesurer l'interaction d'une molécule avec une protéine, il y a 20 ans, on mesurait ce qu'on appelle le binding, c'est-à-dire la capacité de la molécule de se lier à la protéine, et on utilisait ça un petit peu comme une référence en disant, voilà, si le binding est fort, si la molécule se lie fortement à la protéine, forcément, il va y avoir quelque chose. Et en fait, on s'est rendu compte depuis que non, c'est véritablement l'effet, le fonctionnel qui est important, c'est-à-dire l'effet que la molécule va avoir. Et malheureusement, il n'y a pas du tout de corrélation entre le binding et l'effet fonctionnel de la molécule sur la protéine. Donc on se retrouve, c'est pas une donnée erronée en elle-même, mais elle a plus du tout la pertinence qu'elle avait à l'époque. C'est-à-dire on peut plus dire, parce qu'elle se lie fortement à la protéine, c'est une molécule qui est véritablement intéressante pour ce cas thérapeutique. Non, ce qui nous intéresse, c'est le fonctionnel. Donc on a une évolution. Donc c'est un exemple, mais voilà, c'est ce genre d'évolution scientifique qui font que ce qu'on savait est aujourd'hui dépassé par des nouvelles connaissances. Alors, je peux ajouter aussi autre chose sur ce concept de données erronées. Alors, elle peut être erronée déjà dans sa publication parce que on a fait une erreur, ça arrive fréquemment, il y a une erreur d'unité, il y a une erreur de retranscription, et le processus de referring, de relecture des articles ne permet pas vraiment de détecter ce genre d'accident. Donc on peut estimer dans une relecture que tout s'est bien passé au niveau expérimental, que c'est bien décrit, que les conclusions ont du sens, mais c'est difficile il faudrait refaire, en fait, il faudrait que le relecteur refasse tout pour pouvoir détecter réellement une erreur. Donc ça, c'est une question de répétabilité de la donnée scientifique. La donnée scientifique n'est souvent pas répétée. Le deuxième point, c'est que quand on stocke la donnée, quand on récupère cette donnée et qu'on la traite, souvent la métadonnée peut manquer. Et cette métadonnée peut être, par exemple, le fait que le composé dont on a mesuré une activité biologique
et pour laquelle on a donné une activité biologique dans l'article. Dans l'article, il est fait mention, attention, il faut prendre cette valeur avec des pincettes parce que le composé n'est plus soluble à cette concentration-là. Donc ça veut dire que c'est une donnée qui est plus ou moins extrapolée. C'est un peu, ça fait partie d'un tableau, donc les gens se sont concentrés sur le tableau, ils ont récupéré que les valeurs du tableau, ils n'ont pas vu ce qu'il y avait autour. On a également des problèmes d'unité de mesure. C'est-à-dire qu'on a pu avoir des micromolaires qui deviennent des millimolaires parce que le mu s'est transformé en M au moment de l'extraction de la donnée. Voilà. Donc ces notions, la collecte des données en elle-même ça crée des erreurs. Et ces erreurs ont tendance à perdurer pendant très longtemps dans les bases de données parce qu'on les accumule et qu'il y a en gros personne qui est en mesure, qui a l'expertise de voir qu'il y a un problème à cet endroit-là. Mais donc, j'ai l'impression que votre métier, c'est beaucoup de vérifier. Voilà, vous êtes des vérificateurs de données et comment faire à ce moment-là pour réussir à peut-être, parce que le but c'est quand même de trouver du temps pour l'innovation, pour de nouvelles molécules, pour des nouvelles choses. Et là j'ai l'impression qu'il y a un grand temps qui est passé à vérifier qu'on va dans la bonne direction par rapport aux données qu'on a. Et à l'heure actuelle, c'est comment faire diminuer cette tendance-là de vérification. Oui, alors effectivement, quand on démarre un projet de modélisation quelque part, on a en tête que la personne qui va travailler sur ces données aura en gros 3 mois de travail juste pour mettre en forme ces données, pour vérifier que au moins les plus gros problèmes sont traités. Donc ça, c'est pour des données qui sont de petite taille, en gros de l'ordre d'1 millier de composés. Donc on pense qu'on a besoin en gros de 3 mois de travail à ce moment-là. Alors évidemment, l'activité de modélisation, la rationalisation des données est susceptible de nous aider également à découvrir plus facilement des erreurs factuelles. Parce que ce qu'on cherche en fait dans la modélisation, c'est à mettre en évidence des régularités dans la nature, des régularités qui peuvent être observées d'une structure à l'autre, dans ses effets, dans son comportement, dans ses propriétés. Et quand on voit que quelque part cette régularité est rompue, eh bien on est capable de tirer 2 conclusions. Soit on a fait une découverte majeure, ce qui est très intéressant, et ça parfois ça arrive, soit on est en présence d'une erreur. Et ça arrive aussi, et ça, pour l'instant j'ai plutôt eu ce cas de figure que l'autre. Oui, on a véritablement ce souci. Alors après, tout dépend de l'habitude qu'on a de travailler avec ce type de données en fait. Et je sais qu'en interne, on va travailler avec nos bases de données internes que l'on connaît, où on vérifie un certain nombre de choses et où la correction est faisable et facile, parce qu'on a un département de data management où on va leur donner tout ce qui est maintenance des données. Ça peut être tout simplement une molécule qui, quand elle est stockée dans son puits de stockage, va subir une réaction chimique naturelle et va changer de structure sur le long terme. Et donc, on sait qu'à partir de maintenant, on n'a plus la molécule d'origine, mais on a cette nouvelle molécule. Donc, on a la capacité de donner cette information et la base de données est mise à jour et les informations sont mises à jour. Donc, quand on a une certaine confiance dans la source dont on dispose, ce qu'on appelle les outliers, dont vient de parler Gilles, on les étudie, mais on ne les étudie pas avec la même concentration que quand les données viennent de bases de données extérieures. Où là, malheureusement, aujourd'hui, énormément de choses sont stockées, mais l'ontologie, c'est-à-dire la syntaxe quelque part, et toute la sémantique qui doit accompagner les données, n'est malheureusement pas encore maîtrisée par tout le monde. Et il faut vraiment faire attention aux données qu'on utilise. D'accord. Et aussi en termes de proportion, les données privées sont-elles plus fiables que les données publiques ? Ah bah là, je dirais oui, mais non, mais en fait, la différence que l'on a, c'est que nous, on a une traçabilité de tout ce qui est fait en interne et qui permet d'avoir des données sur lesquelles on pense être relativement fiables. Parce que nos données, elles sont enregistrées et si on a le moindre doute de la qualité des résultats, les cahiers de laboratoire sont stockés, sont enregistrés. Maintenant, on est passé au cahier de laboratoire électronique. Donc, on peut vraiment tracer et remonter jusqu'à la synthèse même du composé et voir toutes les expériences qui ont été faites. Donc ça, c'est quelque chose qui est accessible parce qu'on l'a mis en place.
Maintenant, toutes les sociétés ne le font pas, hein. J'ai croisé quelqu'un à une conférence qui appartient à une grosse boîte du CAC 40 et qui fait de la chimie, et eux n'enregistrent que les résultats positifs de ce qu'ils synthétisent. Donc ça dépend vraiment de la politique de la société. Le problème des grosses bases comme Campbell et ce genre de choses, c'est que les gens sont libres de publier des informations, mais cette traçabilité retour, elle est beaucoup plus difficile. J'avais cette question aussi par rapport à la proportionnalité. Est-ce qu'on connaît, on estime le nombre de données publiques, le nombre de données privées? Est-ce qu'on sait s'il y en a plus qui sont privées que publiques? Ça va suivre avec la prochaine question. Alors, je ne peux pas vous donner de chiffres, mais les collections typiquement de Sanofi, c'est de l'ordre de quelques millions de composés, mais qui sont particulièrement bien définis et renseignés dans énormément de domaines, hein, au niveau des données. Campbell, c'est beaucoup plus que ça. PubChem, c'est considérable. Donc je pense qu'en cumulant les grosses boîtes de pharma, on doit arriver à quelques dizaines de millions de composés, peut-être proche de 50 millions, je dirais à la louche. Mais les données publiques sont clairement plus nombreuses. Oui. D'accord, donc du coup j'ai un micro, mais je ne sais plus quelle était ma question suivante. N'hésitez pas si vous avez des questions, peut-être dans la salle. Oui, c'était oui. Est-ce que c'est une obligation de déposer? Alors, dans quel sens? Au niveau, alors il y a des obligations dans les deux domaines. C'est-à-dire que dans une société comme la nôtre, ça fait partie des objectifs des groupes qui mesurent des données, quelles qu'elles soient, que ce soit de la chimie analytique, de la biologie, de la tox, d'enregistrer les données dans les bases. C'est obligatoire. Hein. Et dans le domaine public, ça l'est également. Par exemple, si aujourd'hui vous publiez une structure cristallographique d'une protéine, donc là on sort un peu de la chimie, mais enfin on n'en est pas très loin, la publication n'est acceptée que si la structure est déposée dans la PDB, c'est-à-dire la base de données publique qui regroupe toutes les structures cristallographiques de protéines, de canaux, etc. Et donc là, c'est vraiment une condition sine qua non pour que la publication soit validée. Oui, c'était aussi, je pense, l'un des enjeux du projet PubChem, qui est un projet américain, c'était de demander à la communauté de créer, de faire du criblage, hein, donc de tester des grands nombres de molécules sur différentes cibles. Alors je pense que initialement l'idée est de trouver des nouvelles molécules pour la lutte contre le cancer. Et donc ce projet PubChem est globalement très alimenté par des données expérimentales qui viennent de ces criblages sur de très très nombreuses cibles. Alors le problème, c'est que ce qui s'est fait jour très rapidement, c'est que les gens ont répondu à minimum sur ce type de demande, et il y a eu beaucoup de publications de ce qu'on appelle des criblages primaires. Donc évidemment, on voit que on a parlé tout à l'heure de données erronées. Donc quand on fait un criblage, ça veut dire qu'on va faire des mesures de façon automatisée sur des très grand nombre de molécules, et donc on aura une préparation qui sera automatisée, on aura une lecture des résultats qui sera automatisée, et c'est générateur d'un grand nombre d'erreurs et de bruits. Donc quand on travaille sur des données qu'on appelle primaires, eh bien on n'est jamais certain de ce qu'on est en train de lire. C'est-à-dire que un produit qui est jugé inintéressant dans ce criblage pourrait en fait être très, très intéressant, et inversement on peut avoir des composés qui sont très intéressants, et puis on va répéter l'opération sur différentes cibles, et on va se rendre compte que c'est toujours le même composé très intéressant qui sort. Donc on se rend compte que finalement, c'est pas du tout ce qu'on est en train de voir, et pas du tout lié à la biologie ou à la cible. Et est-ce que c'est une des solutions, parce que vous parliez avant des scientifiques effectivement qui remplissaient mal en fait ces bases de données. Leurs résultats étaient bons, mais la manière un peu sous une nomenclature commune. Et est-ce qu'une des solutions, c'est la formation aussi des chimistes ou leur faire entendre que oui, la recherche est importante, mais la diffusion de cette recherche, de bien la ranger en fait. Alors. J'avais peut-être un point qui est assez relié à la question du coup. Donc Charles Guéry, société Life and Soft. Je voulais d'abord vous remercier pour la présentation qui était très claire et puis agréable à suivre. Donc je voulais évoquer, comme le débat a l'air assez ouvert, j'entendais donc la question de la fiabilité
et il me semble que c'est aussi relié un petit peu au système d'enregistrement qui vont être mis en place. Et quand on entend système d'enregistrement, on entend également règles, contraintes, etc. Et rapidement, on va se poser la question, du coup, à quel point est-ce qu'on va contraindre, entre guillemets, l'utilisateur dans sa démarche d'enregistrement, pour le cas qui nous concerne, de composés chimiques. Je sais pas, je peux donner un exemple. On a un composé, est-ce qu'on va, entre guillemets, l'obliger à rentrer, alors je dis n'importe quoi, la couleur, sa solubilité, ou même de manière plus claire, enfin de manière plus directe en termes de structure, est-ce qu'on va obliger à la représenter de manière complètement plate, avec la stéréochimie, jusqu'à quel point elle va être avancée, etc. Donc voilà, il y a un facteur à la fois système et humain là-dedans, quoi. Oui, ça c'est un point intéressant. Effectivement, les chimistes, enfin ceux qui font la chimie, font déjà beaucoup d'efforts pour fabriquer leurs produits, pour les caractériser, et en général, c'est vu comme une contrainte très difficile à supporter, de devoir en plus gérer cette donnée et la rentrer, et la mettre en forme proprement. Alors, même si derrière il y a un gain, hein, ce sera utile pour plus tard, mais à très court terme, ce gain est difficile à percevoir. Alors, je sais pas, j'ai une anecdote parce que j'ai un collègue à Lausanne qui m'avait raconté cette histoire, que pour pouvoir obliger les gens à utiliser des cahiers de laboratoire électroniques et à rentrer correctement toutes les données, eh bien, ils avaient bloqué la RMN. C'est-à-dire que pour passer à la RMN, donc c'est une technique nécessaire pour voir si on a bien réussi à faire le composé qu'on veut, eh bien, il fallait d'abord avoir validé toutes les entrées du cahier de laboratoire. Donc, tant que c'était pas rempli, ça passait pas dans le passeur de la RMN. Et il expliquait qu'il faisait ça comme la chasse aux fauves, c'est-à-dire qu'on se planque à côté du point d'eau. Donc là, le chémo-informaticien se planquait à côté de la RMN pour attraper ces chimistes. Oui, je pense que le problème est réel, d'autant plus que souvent, ce n'est pas le chimiste de synthèse qui va générer cette molécule, qui va voir l'intérêt de l'analyse après de cette molécule dans d'autres choses. Donc pour lui, ça lui semble être une contrainte supplémentaire, un effort supplémentaire qui n'est pas toujours évident, hein, d'ailleurs, parce qu'en plus, il faut se plonger un peu dans l'informatique, les ontologies ne sont pas toujours ce qu'il y a de plus simple. Nous, on a eu un cas un petit peu similaire en interne, c'était dans les années 2000, à partir du moment où la création des bases de données, parce que c'est quand même relativement récent hein, chez nous, ces bases de données où on enregistre à peu près tout, dans les années 2000, on a dit aux biologistes, alors là ça concerne les biologistes, mais c'est la problématique est exactement la même, on leur a dit, voilà, tout ce que vous avez dans vos fichiers Excel, maintenant il faut le rentrer dans les bases. Et des informaticiens, on en avait, mais pas suffisamment pour tous les biologistes. Donc un certain nombre de biologistes ont dû se prendre leur fichier Excel et puis de rentrer ligne par ligne leurs résultats. Et en fait, il y en a tout un tas qui ont décidé de ne pas le faire. Et après, ils sont partis à la retraite, après, ils sont partis pour diverses raisons. Et on sait qu'on a énormément de données qui sont encore dans des fichiers Excel qui probablement aujourd'hui ont disparu, ou dans des impressions, dans des classeurs. Et ces données-là, on ne les rentrera jamais. Donc ça peut être un problème de temps, de motivation, et les gens ne voient pas forcément l'intérêt pour eux, et puis par rapport aussi au temps de travail qu'ils ont, d'y consacrer des efforts. Si je peux compléter encore rapidement ma remarque, du coup, il y a une espèce d'équilibre en fait à trouver entre ce qu'on pourrait appeler la permissivité du système, qui va tout laisser rentrer, et puis d'être très contraignant, avoir beaucoup de métadonnées, là, comme vous disiez, et qui va être un frein en fait pour l'utilisateur, le chimiste, à rentrer ces informations. Et après, il y a aussi le biais positif dont vous parliez. Hein. On a envie, entre guillemets, de rentrer sa molécule que si y a quelque chose derrière qui est intéressant, quoi. Mais aujourd'hui, il y a des méthodes qui permettent de le faire beaucoup plus simplement. Si les gens adoptent le cahier de laboratoire électronique, en fait, les cahiers de laboratoire électronique aujourd'hui sont conçus pour être capables de générer eux-mêmes directement les informations qu'on va stocker dans les bases, en fait. Donc ça, c'est un point très important parce que finalement, ils abandonnent le cahier papier et ils passent à un outil qui, une fois qu'ils le valident, va renseigner les bases de données en interne ou en externe d'ailleurs. Hein. Après, c'est à voir. Mais du coup, cette partie-là, elle est déchargée du travail du chimiste et le cahier de laboratoire peut prendre en charge une partie de ce travail-là.
Oui. Après, il faut quand même que tout soit mis en place en aval pour que cette information soit correctement assimilée. Mais enfin, dans un certain nombre de cas, c'est ce qui se passe. J'ai une question métier. Vous parliez effectivement du manque de data scientists sur le marché du travail. C'est si mal payé que ça? Ah non, au contraire, c'est très très bien payé. Le seul problème, c'est que tout le monde en veut. Et donc, c'est celui qui paye le plus cher qui a. Et tout le monde n'a pas les moyens de Google ou d'Amazon. Et du coup, je sais que mon épouse travaille dans le domaine public. Ils font de l'analyse d'images. Et ils ont un mal fou à recruter des stagiaires, rien que des stagiaires dans ce domaine-là. Tout simplement parce qu'on leur offre des positions de stage dans des sociétés qui les payent, mais 3 à 4 fois ce qu'ils sont payés dans la fonction publique pour un stage. D'accord, donc ils existent sur le marché, mais on a du mal à les Il y en a pas trouver, beaucoup. à les faire venir. Il y a aussi un autre aspect, c'est que la plupart des data scientists ne sont pas formés en chimie. Donc ils ont... c'est difficile d'apprendre la chimie. C'est plus simple, ça coûte moins cher, je dirais. C'est pas plus simple, mais ça coûte moins cher d'éduquer un chimiste aux sciences des données que l'inverse. Parce que pour apprendre la chimie, il y a quand même une part importante de chimie expérimentale. Donc il vous faut des salles, des paillasses, des produits, de la verrerie, des choses qui... il n'y a pas d'équivalent en termes de coût pour former quelqu'un au data science. Mais est-ce que c'est une formation spécifique? Par exemple, est-ce que l'enseignement supérieur de l'université songe effectivement à former du coup des data chimistes? C'est plutôt des data scientifiques. Alors ici, c'est effectivement à l'université de Strasbourg, c'est le cœur de la formation master que j'anime avec le professeur Varnek qui est dans la salle. Et oui, on essaye de former ces spécialistes. Voilà. Mais c'est vrai qu'on est un peu tout seul. Je crois que en Europe, je ne pense pas qu'on a vraiment d'équivalent aujourd'hui. Il y a eu à l'université d'Indiana des formations, aux États-Unis, une formation en chémo-informatique, mais je ne crois plus qu'elle est active aujourd'hui. Autre question aussi, c'est par rapport au fait que vous avez dit avant que vous travailliez ensemble. On est quand même sur des données publiques ouvertes, open science, et il y a un autre côté qui est de la donnée privée, puisqu'il y a des applications commerciales derrière. C'est un peu où se situe la limite de la collaboration? Je dirais que la limite se situe dans la confidentialité. Très souvent, on peut publier toutes sortes d'informations du moment qu'on a travaillé sur des données publiques. On peut publier les modèles, les approches qu'on a mises en œuvre pour résoudre un problème particulier avec l'aide d'un partenaire privé. Simplement, les modèles eux-mêmes qui intègrent les données privées, en général, doivent être conservés par le partenaire privé. Et les données confidentielles qui ont servi à élaborer ces modèles restent confidentielles dans ce cas-là. Mais ça n'empêche pas qu'on peut partager beaucoup de choses. Et en tant qu'académique, je suis toujours très heureux de pouvoir travailler sur des données publiques, mettre en place mes modèles et vérifier ou découvrir avec joie que j'espère que ces modèles ont fonctionné ou se sont bien intégrés dans le cadre d'un nouveau problème confidentiel et donc par là même qui était jusqu'alors inconnu. Oui, je pense qu'il y a deux aspects. Il y a le côté dont vient parler Gilles, c'est-à-dire que le groupe académique va développer un modèle à partir des informations globalement publiques. Et ce modèle va être intégré par des sociétés privées qui vont les utiliser dans le cadre de leur recherche. Donc ça peut avoir un système de retour, c'est-à-dire que les données, une fois qu'on va l'appliquer à des ensembles qui sont globalement différents, on peut voir les limites, on peut voir des nouvelles choses et il peut y avoir une communication entre le public et le privé à ce niveau-là sur un retour d'informations. L'autre solution, c'est de développer un modèle à partir de données privées,
C'est-à-dire que le groupe académique qui a une certaine expertise va venir dans l'entreprise, va éduquer un modèle, et ça, typiquement, avec le machine learning ou l'IA, ce sont des choses qui sont faisables, où on va faire la phase d'apprentissage avec les données privées, et on va obtenir au final une fonction, c'est-à-dire une fonctionnelle qui est capable de répondre à la question, alors je vais dire basique, est-ce que cette molécule est active, oui ou non. Donc on va éduquer cette fonctionnelle, et cette fonctionnelle, à la fin, aura une capacité de réflexion par elle-même, et sera capable de donner la réponse. À partir de là, finalement, cette fonctionnelle, elle peut sortir de l'entreprise privée. Parce que les données qui ont servi de la générer, elles sont toujours dans la boîte privée. Et la fonctionnelle, elle ne donne aucune information sur la confidentialité de données initiales. Alors évidemment, la société privée ne va pas permettre à l'académique d'utiliser cette fonctionnelle avec n'importe qui autour, puisque ça vient quand même de ses données à elle. Mais on a déjà signé des collaborations où un tel modèle a été généré, et dans le cas de ces recherches internes au groupe académique, il était possible pour le groupe d'utiliser les fonctionnels qui étaient développés ainsi. Mais donc, dans le modèle économique, le monde de l'économie est quand même dans une open science très limitée, ou très limitative, qui s'auto-limite du coup. Oui, c'est clair. Nous, on aimerait pouvoir collaborer beaucoup plus largement avec les groupes académiques et échanger énormément d'informations avec eux, mais on a les contraintes de la brevetabilité et de ce qu'on appelle freedom to operate. C'est la possibilité de conserver la propriété sur les objets qui sont synthétisés. Puisque quand vous brevetez une molécule chimique aujourd'hui, vous avez une protection pendant 20 ans. Et donc si votre structure elle est déjà dans le public avant de déposer le brevet, votre molécule n'est pas du tout protégée. Donc il y a ce côté, il faut que pendant un certain nombre d'années, on vende le médicament avec le produit breveté. On doit être forcément obligé de protéger la molécule. Mais si le domaine académique vient vers vous avec une question, puisque c'est sur le même... dans le même domaine, effectivement, dans l'entreprise, vous y répondez, ou vous l'étudiez Est-ce que ça se fait naturellement, en fait ? Disons qu'aujourd'hui, il y a un certain nombre d'espaces dans lesquels on peut communiquer librement. Donc, on a une société savante, en tout cas, des sociétés savantes. Pour la chémo-informatique, on en a, mais pour la chimie thérapeutique aussi, pour la toxicologie. Donc, il y a des différents espaces dans lesquels on peut communiquer. D'autre part, il y a des consortiums, notamment au niveau européen, dans lesquels des entreprises et des académiques se retrouvent et dans lesquels ils mettent en commun leurs efforts. Donc je pense qu'il y avait, je ne sais pas si c'est très pertinent, mais on a eu une grande contribution pour la recherche contre la malaria de la part de, je ne sais plus, je pense que je vais dire une bêtise, mais d'un grand groupe pharmaceutique qui a déposé des milliers de données sur les structures et sur des mesures qui ont été faites sur ces structures en rapport avec leur activité contre la malaria. Il y a peut-être une question dans la salle. Oui, Nicolas, tu avais déjà évoqué... Juste avec le micro, s'il vous plaît. La grande question de la pertinence des données, et ça me rappelle une discussion avec mes collègues biologistes quand j'étais dans l'industrie. J'avais testé la même molécule dans un test cellulaire, les uns avec des plaques en polyéthylène et c'était actif, les autres avec des plaques en polypropylène et c'était inactif. Donc je demandais, bon les gars, moi, ma mère m'a fait en polystyrène, donc si j'avale votre cachet, ça marchera ou pas? Réponse, tu la fermes, tu ne comprends pas la biologie. Ce qui est vrai. Alors maintenant, honnêtement, avec tout, est-ce que tu crois que les métadonnées telles qu'elles sont, même dans une base corporate, sont suffisantes pour dire à une tierce personne si oui ou non il faudra prendre ce test-là dans le calibrage d'un modèle? On a vu récemment... On a fait un modèle pour BRD4 où les tests ont été faits par calorimétrie différentielle, mais puisqu'il n'y avait pas autre chose, on a calibré avec des données des IC50. Et bon, ce n'était pas un échec total, mais
Voilà, donc comment est-ce qu'on peut vraiment exploiter ces métadonnées? Elles sont là, mais est-ce qu'elles suffisent? Oui, alors la réponse à cette question, elle est en de multiples points. Nos métadonnées aujourd'hui nous renseignent sur un certain nombre de choses, mais pas tout. Donc la composition chimique de la plaque dans laquelle l'expérience a été faite, je ne suis pas sûr qu'on l'ait. On peut peut-être la retrouver, mais enfin si c'est une plaque d'il y a 10 ans, c'est même pas sûr. On peut avoir des problèmes de reproductibilité entre une plaque à 384 puits et une plaque à 1500. Donc on a le même genre de problème. Alors, on va pas, nous, en tant que modélisateurs, on ne va pas construire des modèles et essayer de faire du machine learning sur ce type de données-là, en fait. On va vraiment se focaliser sur des données dont on a généralement un N supérieur à 3, c'est-à-dire une répétibilité des mesures qui est quand même assez conséquente, et sur plutôt des doses-réponses et ce genre de choses. Donc quand on commence à avoir N égale 3 avec des courbes multipoints, généralement on a une certaine confiance dans ce que l'on a sous la main, et c'est ce type de données qu'on va utiliser pour faire des modèles. On ne va pas utiliser les données primaires, on ne va pas utiliser des données N égale 1, parce qu'on sait très bien que là on part un peu dans le random. Et puis après, donc ça c'est le problème de la donnée, et puis après il faut aussi voir que c'est du multifactoriel, multiparamétrique. Et même si on fait un très beau modèle qui reproduit assez bien le jeu de données test, de validation, quelque part, si on essaye de reproduire un test cellulaire, tout l'environnement de la cellule, on ne prend pas vraiment en compte. Donc on peut avoir des données très propres, qui sont visiblement très corrélées, mais qui au final ne donnent pas un modèle correct, parce que les phénomènes biologiques qui sont autour sont beaucoup trop vastes, et notre modèle ne fonctionne pas. Par contre, on a vraiment des modèles qui fonctionnent. Et là, on sait que du coup, que les données sur lesquelles on s'est basé, a priori, n'étaient pas mauvaises. Oui. Alors, juste pour compléter, quand on a ce travail à faire au niveau académique, on n'a pas cette liberté de pouvoir avoir souvent des reproductibilités. On travaille avec les données publiques dont on dispose, qui ont la qualité qu'elles ont. Alors du coup, on a tendance à remplacer ça par l'expertise, c'est-à-dire qu'on a besoin, dans ce cadre-là, d'avoir des vrais chimistes, des vrais biochimistes, si on travaille dans la biochimie, ou des vrais chimistes analyticiens, pour comprendre quelles sont les mesures qui ont été faites et pour bien comprendre de quelles données il s'agit, de façon à pouvoir décrire correctement le modèle qui a été fait. Donc, dans ton cas, Dragoș, si tu as décidé de faire un modèle dans du polypropylène, eh ben, il faut pouvoir documenter et dire que ton modèle ne fonctionne que dans le polypropylène. Et bien entendu, tu sais, dans la suite de l'histoire, ce résultat était explicable. A été expliqué par la suite, n'est-ce pas? Je te laisse raconter peut-être la fin. On va peut-être... On va conclure par rapport au timing. J'ai juste peut-être une dernière question. C'est est-ce que par rapport aux chiffres que vous avez donnés avant sur les 10 atomes et le nombre de possibilités qu'il y a, est-ce que l'enjeu de la chémo-informatique, c'est de synthétiser l'ensemble de ces possibilités, et est-ce qu'on en a les moyens aujourd'hui? Alors non, on ne pourrait pas de toute façon synthétiser 10 puissance 33 molécules avec 30 atomes. Je pense qu'il n'y a pas assez de matière dans l'univers. Mais en revanche, un des enjeux qui se font jour aujourd'hui dans la chémo-informatique et où l'intelligence artificielle a commencé à apparaître il y a de cela 2 ans, c'est l'utilisation de ces machines pour générer des idées de nouvelles structures chimiques. Donc aujourd'hui, on est encore dans la découverte de ces méthodes, dans la maîtrise de ces méthodes. Donc la communauté s'approprie maintenant un petit peu ces techniques d'intelligence artificielle et de propositions, donc des machines, des algorithmes qui proposent des nouvelles structures chimiques. Voilà. Mais il faut encore un petit peu de temps pour bien comprendre comment ces machines fonctionnent, quel type de résultats on obtient, et surtout si les structures chimiques qui sont proposées par la machine, par l'ordinateur, d'une part peuvent être des vraies structures, est-ce qu'on est capable de les synthétiser, est-ce qu'on est capable de les conserver aussi, qu'elles ne se dégradent pas tout de suite, et une fois qu'on a réussi à avoir ça, est-ce que en plus elles ont les propriétés que l'ordinateur leur a attribuées. Oui, ça c'est en effet une des chances en fait de la chémo-informatique, c'est qu'elle a la possibilité de modéliser à peu près tout.
et n'importe quoi. Donc à partir du moment où on peut dessiner les molécules sur l'ordinateur, on peut en prévoir un usage ou essayer de voir si elles sont synthétisables ou pas. Et ça évite de faire la synthèse avant d'être sûr que la molécule nous intéresse. Alors, on a des exemples aujourd'hui de sociétés privées qui sont capables de proposer un catalogue de molécules virtuelles pour lequel ils assurent que la synthèse est possible et que le produit peut être disponible en moins d'1 mois. Et c'est assez impressionnant puisqu'on a vu tout à l'heure dans l'une des premières slides qu'a présenté Gilles qu'au niveau du CAS, on avait à peu près 150 millions de composés qui étaient enregistrés. Maintenant, il y a des sociétés privées qui proposent des catalogues virtuels de 100 à 150 millions de composés et qui nous garantissent que dedans, on peut faire un choix et que ces molécules seront synthétisables et disponibles. Alors on a commencé à les utiliser, donc on fait ce qu'on appelle des criblages virtuels, c'est-à-dire qu'on va comparer ces molécules soit à un site actif de protéines qui nous intéresse, soit à d'autres molécules qui sont actives pour essayer de diversifier un peu la matière chimique que l'on a, et on sélectionne une 50aine de molécules à la fin et on leur envoie. Alors on n'est pas sur du 100% synthétisable, mais honnêtement il y a quand même des résultats qui sont assez impressionnants. Et il y a cette disponibilité due à tous ces algorithmes de chémo-informatique derrière qui permettent de ne pas faire, mais de proposer à faire des molécules d'intérêt. Merci de toutes ces explications, merci de votre attention. Je laisse peut-être le mot de la fin à Monsieur Gall. Et de toute façon, voilà, les intervenants seront encore là et vous pouvez bien sûr leur poser les questions aussi en direct sans le public. Merci en tout cas. Merci beaucoup. Nous avons eu droit à une belle leçon de pédagogie. Cette prestation en alternance, un duo, finalement, où l'on n'a pas saisi vraiment cette différence entre deux mondes, un monde qui crée et un monde qui valorise. Et c'est une très bonne image de cette université, la nôtre en particulier à Strasbourg, qui s'ouvre sur la cité. Merci infiniment pour cette prestation, pour ce que nous avons appris. Et maintenant, je vous invite, public aussi, à un petit repas ou un buffet pour finir cette belle journée. Merci à tous.